Bonjour à tous, bienvenue dans le Mât qui fait du bien. Je pense donc je suis. Je sais que je ne sais rien. Ou encore nocete ipsum. Mais que veulent véritablement dire ces grandes devises philosophiques? Ce matin, nous recevons un jeune philosophe, je l'adore, 2.0. Il est parti d'ailleurs de zéro. La philosophie lui aurait même permis de s'en sortir, de s'élever. Aujourd'hui, suivi par plus de 100 000 platons en herbe sur les réseaux sociaux. La philosophie comme thérapie pour surmonter les obstacles du quotidien. Voici notre programme de ce matin. Je suis ravie de le recevoir. Il s'appelle Christopher Laquiez. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va? Super. On a rendu hommage, vous avez reconnu? Tina Turner. Eh oui, elle nous manque déjà. Déjà. Et puis bien sûr, au banquet des sages ce matin, l'humaniste toujours prête à révéler le meilleur de nous-mêmes, c'est bien sûr Isa. Comment ça va? Namasté, ça va très bien. Et puis l'épicurien, toujours le ventre plein, Kevin. Pour une fois, j'ai pas beaucoup mangé avant. C'est vrai en plus. Ah, il va être en forme alors celui-ci. En pleine forme. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va parler d'amour. Ah, On va ouvrir nos cœurs. à deux? Ou à plusieurs, ça dépend du type de soirée. Ça commence fort pour un dimanche matin. Ok, et Kevin? On va se poser la question, est-ce qu'on est sur la bonne voie professionnelle, la voie qui va vraiment nous épanouir? Ah oui, savoir si on est sur le bon chemin. Exactement. C'est vrai que souvent, on ne sait... Bah, tiens, d'ailleurs, c'est vraiment le thème de votre livre. Ça va être super pour aider les jeunes et les moins jeunes. Exactement. Merci, Kevin. On a des changements de décision, Ouais, j'aime bien. de vie à prendre. Guérir l'impossible, quel titre, plein d'espoir. C'est un livre que j'ai adoré. Déjà, je vous adore, on a échangé par téléphone. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant galvanisée par un invité. Vous êtes tellement passionné, vous avez cette flamme qui brûle au fond de votre vie. Et on sent vraiment cet homme, ce miraculé finalement que vous êtes. Tout commence, pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire, à l'âge de 13 ans. C'était d'ailleurs un 13 août. Qu'est-ce qui s'est passé au point de vous faire tatouer même le chiffre 13 sur le visage? Rien de satanique. J'y pensais même pas. Vous savez, on est très pur sur le plateau. Non, c'est vrai, mais bon. Non, en fait, il m'est arrivé une sacrée expérience, plutôt positive en fait au final. J'ai perdu la vue de mon œil gauche à l'âge de 13 ans à la suite d'une phlébite. Donc une phlébite qui n'a pas vraiment d'élément déclencheur. Personne ne sait réellement pourquoi. Ce qui se passe, c'est que je me réveille un matin, je perds la vue de mon œil, je finis aux urgences. J'ai la chance d'avoir un papa docteur et une maman infirmière, donc j'étais quand même bien entouré. Bien loti quand même, Voilà. Mais je finis aux urgences et en réanimation. Donc j'avais 13 ans, je savais pas du tout ce qui se passait, je comprenais pas vraiment. Pourquoi? En plus, en réanimation, on est entouré de personnes qui souffrent énormément et j'avais pas vraiment l'impression de souffrir. Et ce qui se passe, c'est que je perds la vue de mon œil, c'est-à-dire que je ne vois plus que de l'œil droit. Sauf que à ce moment-là, je le vis pas trop mal parce que j'ai pas accès à l'information, j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'ordinateur, donc je suis bien moins stressé que si ça m'était arrivé aujourd'hui, par exemple. Et au final, on me dit que c'est une phlébite qui a bouché une veine, cette veine qui permet d'irriguer ce qu'on appelle la macula, ce qui permet de voir, et elle s'est bouchée et je la retrouverai pas. Voilà. C'est ce qu'on me dit, tous les spécialistes. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu, on a très peu, donc vous ne retrouverez pas votre œil. Bon, d'accord. Il faut accepter la réalité et puis je rentre chez moi, il se passe du temps mais je le vis pas trop mal. Je le vis pas mal parce que je me dis que je vais développer des super pouvoirs. J'ai toujours été un grand croyant des super-héros et j'avais une sorte de naïveté qui m'a au final sauvé. Et je me suis dit que j'allais décupler de nouvelles capacités, de nouvelles choses et que peut-être que j'allais réussir à voir à travers le mur, ou je sais pas, peut-être ce que je me disais à cette époque-là. Et en tout cas, en fait, c'était une vitre. C'était une vitre. Oui, je vois. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a dans la boîte? Ah oui, oui, après. Oui. Et du coup, je perds la vue de mon œil. Donc voilà, il se passe tout ce qui se passe. Et 9 mois après, j'ai un flash de lumière qui revient et je revois. Je revois au fur et à mesure, ça se repasse. Personne ne peut expliquer ce qui se passe réellement. On retourne faire des examens. Directement, les spécialistes nous disent qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est que mon corps a créé une veine qui a fait dérivation et qui a permis d'irriguer cette macula-là, qui m'a permis de pouvoir retrouver au final la vue. Évidemment, pas à 100%. Parce que j'ai toujours encore un voile aujourd'hui, mais qui me permet de pouvoir lire, de pouvoir avoir la 3D, que ça soit bien. Donc au final, j'en ai tiré une énorme leçon. Cette leçon-là que j'en ai tirée, c'est que, comme disait Blaise Pascal, l'impossible est une opinion. Et en fait, c'est réellement ça. Et c'est ce que le moment où tout le monde me disait que c'était impossible, ça l'est devenu au final possible parce que j'avais décidé la chose autrement. C'est pour ça que j'ai mis ce nom à ce livre, Guérir l'impossible. Non pas cet ego de me dire qu'on va guérir quelque chose d'impossible, mais plutôt guérir la notion d'impossibilité.
plutôt d'essayer de guérir cette notion-là chez les gens. Mais c'est vrai, hein, finalement, on nous insère presque une disquette de croyances limitantes. Tout de suite, dès qu'on nous dit on ne peut pas guérir. Alors peut-être qu'on ne guérira pas, ça on ne le sait pas, mais garder l'espoir, finalement, ce cheminement peut permettre aussi, d'ailleurs c'est toutes les médecines ancestrales qui nous disent que finalement il y a cette inséparabilité, cette non-dualité entre le corps et l'esprit, et que parfois il y a des miracles. Alors les scientifiques appellent ça des guérisons spontanées, mais c'est un peu ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça me fait cette notion de veine, ça me fait penser aux racines des arbres. Vous savez, qui vont pousser sur des ruines et qui vont complètement s'entremêler sur les murs, etc. Et on se dit, mais comment c'est possible Et que cette veine qui se crée, ça me fait penser à cette racine qui va aller dépasser l'obstacle et qui va quand même être là, quoi. C'est une jolie image, comme quoi la vie peut renaître de partout, et même entre deux petites pierres. C'est la notion de croyance qui m'interpelle. En fait, habituellement, on apprend par l'expérience. La croyance nous permet de ne pas avoir l'expérience pour apprendre. Donc, par exemple, je n'ai pas besoin de me jeter par la fenêtre pour savoir que je prends un risque en le faisant. Je peux juste l'imaginer. Mais le problème, c'est que cette imagination... Quelle sagesse Pas mal, hein. Mais cette imagination, parfois, elle est modelée par notre entourage. Et du coup, elle nous empêche quelquefois de voir des options possibles. Alors là, à 16 ans, vous vous lancez dans une quête, une voie impossible, en tout cas aux yeux de vos parents. Vous allez entamer plein de petits jobs un peu galères, entre guillemets. Mais finalement, et c'est ça qui est hyper intéressant, qui peut vraiment encourager, c'est que tout ça va vous amener vers votre véritable mission, c'est la philosophie. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 16 ans ? Alors moi, j'ai un papa docteur, comme j'ai dit juste avant, et donc du coup, qui m'avait prédéfini un parcours parfait. Avocat, chirurgien, bac S, machin. Sauf que moi, j'étais un artiste. Et à l'âge de 16 ans, j'ai une opportunité de pouvoir donner des cours de danse, de pouvoir être danseur professionnel. Donc je le fais, je m'en vais, je me lance à fond et je deviens ce danseur-là. Je donne des cours, je m'éclate. Sauf que je quitte le domaine familial parce qu'avec mes parents, ça se passe très très mal. Mon père a été quelqu'un qui est énormément blessé. Comme on dit, les gens blessés blessent les gens et c'est exactement ce qu'il a fait avec moi. Et du coup, je rentre dans un schéma où je m'auto-détruis énormément. Et je rentre dans une grosse phase de dépression à un moment donné de ma vie, un peu plus tard, autour de mes 19 ans. Je rentre dans une grosse phase de dépression, vraiment limite état clinique, à la suite du décès de mon grand-père, je le vis très très mal. En fait, pour moi, tout était de ma faute. C'est-à-dire que si les gens souffraient, c'était de ma faute, si mon grand-père était décédé, c'était de ma faute. Donc il fallait que je me fasse souffrir. Donc pour me faire souffrir, et des fois je m'obligeais de dormir dans la rue à certains moments donnés, parce que vu que je ne dormais plus chez mes parents, j'allais de droite à gauche, exprès pour me faire souffrir, et je rentrais dans ce schéma-là. Jusqu'au moment donné où, quand on touche le fond, après, la seule solution, c'est soit d'y rester, soit de remonter. Je décide de remonter grâce à une approche très spirituelle que j'ai eue avec un ami à moi qui a eu une expérience de mort imminente, qui m'a amené du sens en fait à ma vie à ce moment-là, où plus rien n'en avait. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur l'expérience de mort imminente ? En fait, sur son expérience de mort imminente, lui se rappelait de tout ce qu'il avait vécu. Donc, je l'avais identifié comme une personne qui détenait la vérité. Vous voyez ? Et ça a été pour moi un petit peu mon sauveur. Je me suis énormément raccroché à lui dans ce qu'il m'a apporté. Et qu'est-ce qu'il avait vu justement ? Parce que c'est toujours assez passionnant, les expériences de mort imminente. Il a senti après le tunnel blanc Alors non, il n'a pas eu de tunnel blanc. Ou après des messages Oui, c'est ça. En fait, il voyait les énergies. Et du coup, il se rendait compte que tout était énergie. C'est dans son discours, c'est « je vois les énergies, j'ai tout vu, je sais toute la vérité, et donc le créateur est partout, machin ». Voilà, il était rentré dans ce discours-là, vraiment très, très spirituel, où au final, moi, plein d'espoir. C'est ça, en fait, plein d'espoir, totalement. Et je me suis énormément raccroché à ça. Je me suis énormément raccroché à ça parce que ça m'a permis de vraiment mettre du sens là où pour moi, plus rien n'avait de sens. Et ça m'a énormément aidé. Et puis j'ai fait une rencontre, pas physique, mais on va dire une rencontre de lecture. Voilà, une rencontre de lecture avec Marc Aurèle, qui est un grand philosophe stoïcien, un empereur stoïcien. Et qui est devenu votre maître un peu, maintenant. Exactement, exactement. Et ça a été juste incroyable de me rapprocher de cette personne-là dans sa lecture, dans sa vie, parce que les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui était un empereur philosophe stoïcien, il faut savoir que c'était un empereur qui régnait sur l'Empire romain lorsque son empire romain était à son apogée. C'est-à-dire c'était l'homme le plus puissant de son époque. Il avait été adopté, il a eu 13 enfants, 9 sont décédés, une femme qui est morte, les amis proches, tous décédés, la peste, les guerres contre les Germains. Bon, ça a été solide, il a eu une vie qui était difficile. Et au final, il a réussi à avoir cette résilience, toujours être bon avec les autres, travailler sur la vertu, travailler sur l'éthique, une action juste, une action bonne. Il a toujours été dans ce système-là de mettre du sens, de la beauté, de l'amour dans sa vie. Et c'était juste incroyable. Ça a été juste incroyable. Ça a été le moment pour moi de vraiment mettre du sens et de la compréhension dans tout ce que je vivais.
C'est mettre un maître au cœur de sa vie, finalement. C'est ça, exactement. Parce que souvent, les Occidentaux ont une image un peu de la relation de maître et disciple qui peut être biaisée alors qu'elle est très belle. La preuve en est, c'est qu'il vous a donné envie de devenir heureux. Totalement, et puis surtout que moi, il y a vraiment une phrase qui m'a chamboulé dans ce. Alors, c'est pas vous, hein, c'est Marc Aurèle. Non, ouais, c'est Marc Aurèle. Parce que c'est des questions qui C'est différente quand même. Oui, c'est un peu moins roulé. Et il y a une phrase qui m'a vraiment impacté, que j'ai même gravée autour de mon cou, qui dit « Une entrave à l'action favorise l'action, ce qui est sur le chemin devient le chemin ». Et pour moi, ça m'a vraiment énormément ouvert les yeux, parce qu'au final, tous les obstacles que je voyais ont été des sources de chemin, de nouvelles portes vers une nouvelle compréhension. Et à chaque fois que je voyais un obstacle, ça a été pour moi le moyen de pouvoir comprendre plus sur mon fonctionnement, sur les autres, tout en gardant cette éthique dans le monde, Je pense que vous avez gagné en profondeur et puis vous êtes un véritable expérienceur. Et finalement, c'est ça, hein, c'est explorer pour devenir heureux, c'est magnifique. Alors, je vais faire une parenthèse parce que vous êtes quand même beaucoup tatoué. Alors, là, vous faites concurrence à Isa. Isa, je la trouve quand même assez tatouée, mais alors vous, et vous avez été tatoueur, mais pas tatoueur basique, tatoueur énergétique. Alors ça m'intéresse. C'est quoi tatoueur énergétique? Et pourquoi tous ces tatouages? Alors, tous ces tatouages, ça a été une thérapie pour moi, ces tatouages, parce qu'à un moment donné, j'en souffrais tellement de ce que je vivais quotidiennement qu'il a fallu que je me le grave chaque épisode de ma vie et que chaque épisode soit gravé en moi comme un souvenir et le moyen à travers cette souffrance-là de pouvoir aller mieux. Je suis rentré dans il faut que je souffre et dès que je souffre, je lâche quelque chose, je fais partir quelque chose. Ça a été un petit peu une libération émotionnelle pour moi, le tatouage. Je suis parti en Amérique latine dans une tribu maya pendant plus de 6 mois où j'ai vécu vraiment à l'état de nature. Avec des chamans alors? Voilà, il y avait des chamans à l'état de nature, des chamans, des vrais chamans, je préfère préciser. je préfère non, préciser. Mais c'est vrai, c'est important de le dire, parce que franchement, là, les chamans, voilà. hein, Je préfère des chamans qui, du jour au lendemain... Ouais. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Des chamans qui subissent leur rôle de chaman. Plus qui se disent chamans. En fait, c'est vraiment des gens qui subissent ce rôle-là, qui sont un vrai réceptacle et c'est très difficile pour eux au quotidien. Et donc, du coup, dans toutes les cérémonies qu'on a fait, ou autre, il y a eu des cérémonies, par exemple, d'ayahuasca. Moi, je n'ai jamais pris d'ayahuasca, qui est un psychédélique, d'ailleurs. Et qui est interdit en France. Qui est interdit en France, évidemment. Mais dans certaines tribus à l'étranger. Qui nous amène dans un état modifié de conscience. Exactement. C'est une plante de vision. Ça fait bobo au ventre aussi. Hein. A priori, oui. Alors, je sais pas. Honnêtement, moi, je sais pas. J'avoue, j'ai un peu peur de ce genre de choses. Oui, moi, c'est pareil. Ouais, j'ai un peu peur de ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà. Et il faut savoir que l'ayahuasca, normalement, c'est le chaman qui le prend pour canaliser les autres personnes qu'il y a. Et non pas les personnes qui doivent prendre l'ayahuasca. Ça, c'est important aussi de le savoir parce que c'est plein de notions qu'on a tendance à transformer. Oui. Et donc, j'apprends énormément de choses sur cette culture où j'ai pas de téléphone, j'ai rien. Pour me nourrir, je vais pêcher un poisson. Enfin, c'est vraiment, pendant 6 mois, un monde incroyable. Quand je reviens en France, j'ai essayé de me lancer dans le tatouage. Alors, je suis déjà plus ou moins lancé, mais je décide d'en faire quelque chose et de l'amener de manière plus thérapeutique. C'est-à-dire d'accompagner les gens concrètement dans leur tatouage, dans leur histoire qu'ils voulaient retranscrire et créer des symboles uniques pour chaque personne qui pouvaient leur permettre de libérer, comme moi, ça m'a libéré à chaque fois que je me faisais tatouer. Donc, il y avait vraiment une symbolique, il y avait vraiment un univers autour de tout ça. Ah, c'est ça, tatoueur énergétique. Moi, je pensais que ça avait de l'énergie ou c'était sur des cendres, Non, pas du tout. Alors, c'est en fait un si, aussi. Il y a des possibilités avec différents points énergétiques qu'on peut mettre dans le corps, mais là, encore une fois, ça varie en fonction des croyances. Une personne qui n'a pas ces croyances-là, qui a envie d'avoir un tatouage énergétique, il va me dire qu'est-ce que c'est, mais moi, j'y crois pas, machin, mais j'ai envie d'avoir quelque chose qui me libère. Donc, on va dire que j'avais une approche un petit peu plus rationnelle, tout en gardant ce côté spirituel, et je m'adaptais un petit peu en fonction de ce que les gens recherchaient réellement, tout en créant une authenticité unique. C'est-à-dire que chaque dessin était unique pour chaque personne et ancrait vraiment un moment et leur permettait de vraiment se libérer. Et c'est bien parce que je trouve que finalement, vous montrez que le philosophe et sa barbe, vous vous éloignez de tous ces stéréotypes des philosophes en étant tel que vous êtes en fait finalement et parler aussi bien de la philosophie. On va y revenir dans quelques instants. Isabelle, vous êtes tatouée, je suis obligée de vous poser la question. Pour vous, c'est pareil? C'est exactement la même chose et je pense que les personnes qui sont énormément tatouées, on se reconnaît entre nous, parce qu'il y a vraiment cette démarche de résilience. La phrase que vous avez dit de « mon chemin est écrit », moi je dis toujours aux gens, si vous lisez mes tatouages, vous me voyez. Et mes tatouages, c'est tant parfois une carapace, parce que les gens les regardent, ils ne me regardent pas, et parfois ils crient mon histoire. Mais aujourd'hui, si on me demandait d'avoir la peau nue, jamais de la vie. C'est mes tatouages de ma vie, quoi. Intéressant. Alors, j'ai une devinette. Si je vous dis... D'après vous, c'est de qui? Je n'ai qu'une philosophie.
c'est d'être acceptée comme je suis. Visez la lune. Voilà, moi c'est. J'ai pas la référence. C'est ma philosophe, c'est Abel Bent. Vous, c'est les stoïciens. J'allais dire Freud, mais j'ai hésité. Hein, vraiment. Pourquoi justement ce courant stoïcien pour vous? La philosophie stoïcienne, c'est une philosophie qui se veut pratique. C'est un terme qu'on peut l'identifier. Stoïque, c'est quelqu'un qui est impassible. C'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments, qui ressent rien, qui est. C'est vrai ça. C'est vraiment l'image qu'on en a. Un petit peu comme on a dit tout à l'heure, les épicuriens, quelqu'un qui mange beaucoup, qui se fait plaisir. Et en vrai, ce sont des idées reçues que les gens ont eues sur la philosophie, mais qui n'est pas forcément vrai. Les stoïciens nous disent pas du tout d'être impassible, de ne rien dire ou de ne pas ressentir d'émotions ni quoi que ce soit. Il faut savoir que c'est une philosophie qui a été créée dans la Grèce antique, donc environ moins 350 avant Jésus-Christ, par Zénon de Kition. Zénon de Kition, c'était un marchand, donc qui n'était pas du tout philosophe de base, et du jour au lendemain, il a tout perdu. Il a tout perdu, il se retrouve dans une librairie, voilà, ça c'est Zénon. On a bien travaillé ou pas? Parfait, magnifique, parfaite. Et du coup, Zénon, il se retrouve dans une librairie et il demande au libraire un bouquin. On lui amène les Mémorables de Xénophon, qui est un livre sur Socrate. Il lit ce livre, il adore, il se régale. Et du coup, le lendemain, il revient, il veut rencontrer un philosophe. Et au final, il rencontre Cratès, un autre philosophe, qui est un philosophe cynique et qui va vraiment l'introduire à la philosophie, qui va être un petit peu son maître, entre guillemets. Par la suite, Zénon décide de créer sa propre philosophie qui l'amène au peuple entier. D'ailleurs, stoïcisme provient de stoa, qui signifie le portique, parce que c'était enseigné sous un portique, pour le peuple. Là où il y avait l'académie de Platon et le lycée d'Aristote, pour vraiment une certaine élite, entre guillemets. Mais là, c'était vraiment pour le peuple. Et par la suite, énormément de philosophes ont repris. Je prends l'exemple de Sénèque, qui a été un dramaturge incroyable, précepteur de Néron. Bon, malheureusement, Néron a fini par lui demander de le tuer, donc ce n'était pas le meilleur précepteur qui puisse exister. Par contre, ça a été quelqu'un qui a inspiré Shakespeare. Ça a été un dramaturge qui a inspiré notamment Shakespeare. Par la suite, Épictète, qui est arrivé, qui est encore un autre philosophe stoïcien qui a fait 30 ans d'esclavage. D'ailleurs, Épictète signifie acquis. Et, ça va, on sait, hein, tout de suite, monsieur, c'est tout. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je plaisante. C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est intéressant parce que toutes ces personnes-là, elles ont un aspect concret dans leur vie. C'est-à-dire qu'il a passé 30 ans en tant qu'esclave, il a réussi à être affranchi et devenir l'un des plus grands philosophes qui a impacté par la suite Marc Aurèle. Marc Aurèle, pareil, c'est quelqu'un qui a été adopté, comme on l'a vu juste avant, et qui est devenu philosophe grâce notamment aux enseignements d'Épictète en partie, qui l'a vachement énormément inspiré dans sa vie et qui a fait en sorte qu'il devienne un vrai empereur. D'ailleurs, ça fait partie des 5 bons empereurs romains. Donc c'est un empereur qui a, petite anecdote par exemple, lorsqu'il se battait contre les Germains, il avait pris des Germains en prisonniers et au lieu de tous les massacrer, il leur a offert des terres et le moyen de pouvoir reconstruire une vie. Et en 167 après Jésus-Christ, c'est pas commun de faire ça, quoi. Mmh. Et il a vraiment eu ce côté... Il n'avait pas la potion magique? Non, ah non, il n'a pas eu la potion magique. Mais franchement, et donc là, le stoïcisme, pourquoi? Parce que par la suite, ça a amené Nelson Mandela, Viktor Frankl, Albert Ellis, il y en a eu plein qui ont créé des choses incroyables. Et Nelson Mandela, quand il a passé 27 ans de sa vie en prison pour lutter contre l'apartheid, à un moment donné, il a eu accès au livre des pensées poèmes de Marc Aurèle. Et c'est aussi énormément ce qu'il a impacté pour pouvoir atteindre ce prix Nobel de la paix. D'ailleurs, la grande liaison qu'on peut faire, c'est que Nelson Mandela disait la rancœur, c'est comme boire du poison en espérant que ce soit l'autre qui meurt. Ah, vous allez trop vite, hein. Il est 9h20 du matin. Ok. La pensée, non, je vais peut-être un peu vite. La pensée. La phrase. Ouais, la pensée, pardon. C'est la phrase qui était trop vite. Ok. On l'imprègne. C'est vrai que quand j'y vais, j'ai tendance à... Mais j'adore, non mais vous êtes passionné, moi j'adore ça. Non mais je vous fais une confidence, on est resté jusqu'à presque minuit au téléphone. Non mais ça c'est génial, J'avais l'impression, mais ça fusait, mais vous êtes passionné. Ouais, c'est vrai. Alors redites cette phrase. La phrase. Donc la liaison, c'est la phrase de Mandela qui dit la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que ça soit l'autre qui meurt. Et Marc Aurèle disait que la vengeance, la meilleure des vengeances, c'est de ne pas ressembler à son bourreau. Oh, et il y a un lien entre les magnifique. deux dans cet aspect de paix et qui a vachement impacté Nelson Mandela. Et Nelson Mandela, ce n'est qu'un parmi tant d'autres, Theodore Roosevelt ou plein d'autres. Super, alors, ça me rappelle aussi une phrase, j'avais écouté à la radio un prêtre qui disait que lorsqu'on avait encore de la rancœur envers quelqu'un, c'est comme si on buvait nous-mêmes le propre poison finalement. Et ça nous faisait à nous. C'est ça. D'avoir du mal, en fait. Hein. Finalement, c'est là où l'ennemi, entre guillemets, a vraiment gagné. C'est que ça peut aussi nous ronger de l'intérieur. Et il ne faut pas, en fait. C'est ça. Hein. Petite parenthèse, hein, parce qu'il y a une petite boîte. Je sais, vous étiez impatiente comme une petite fille tout à l'heure. Hein, pour la boîte. Mais oui. Parce que vous voulez savoir. Alors, vous savez qu'on a un jeu. Le jeu, c'est toutes les semaines, il y a une boîte intuitive. À l'intérieur,
on a caché quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors, pour le moment, c'était juste un jeu entre nous. Mais maintenant, on peut gagner quelque chose. Donc, si vous trouvez, alors, essayez de voir s'il y a une couleur, si vous voyez un petit objet. Alors, bien sûr, en parallèle avec le thème d'aujourd'hui. Et le premier qui envoie donc en message privé sur mon Instagram la réponse, et vous faites une story, eh bien, vous gagnez, parce qu'on les a fait exprès pour vous, un tote bag. Je pourrais presque faire un défilé. Isabelle, un défilé. Voilà, petit tote bag pour et pas mal, non? Ouais. Pour les vacances. Je l'offrirai à votre femme. Votre merveilleuse. Tiens, d'ailleurs. Non, pas de défilé, ok. Non, mais en même temps, c'est l'heure de votre chronique, là. C'est maintenant ou jamais. Sérieux, là. Votre femme qui viendra tout à l'heure sur le plateau, parce que si vous saviez comme sa femme est merveilleusement belle. Mais ça sera, c'est gros teasing. C'est mon teasing, en fait, de l'émission. C'est attente Solène. Allez, on passe tout de suite, à vous. Isabelle, c'est le moment de votre guidance. Alors Isa, vous êtes belle, vous êtes de plus en plus belle. Je tenais à vous le dire parce que je suis subjuguée. La télé vous va bien? La chirurgie esthétique. Je l'ai pas reconnu tout à l'heure. Oui, qui était cette personne à côté de moi? Cette émission me passionne parce que je suis également passionnée de philosophie. Donc là, je vis ma meilleure vie. Et on va parler d'amour ce matin. Alors là, je vis ma meilleure vie. Est-ce que vous êtes prête à vivre le grand amour? Est-ce que vous êtes prête à partager de façon positive avec les autres? Ah bah oui. Est-ce que votre cœur est ouvert? L'amour universel ou l'amour à deux? Ou à plusieurs, on l'a déjà dit tout à l'heure. L'été arrive, c'est le moment de faire des expériences de vie. C'est comme vrai. quand on est à la fac. Donc pour cela, on va ouvrir... On va ouvrir son chakra du cœur et J'allais faire une vanne. Bon, non, on va repasser au zapping, Karine, et ça va durer encore pendant 6 mois, cette histoire. C'est juste le chakra. Ça commence par la même lettre, mais c'est que le chakra du cœur qu'on va ouvrir. Donc, on va faire un exercice ensemble. On peut le faire en plateau et les téléspectateurs également peuvent le faire. Donc, pour ce faire, vous avez une feuille et un stylo. Ah ok, super. Et je vais vous inviter, alors soit si vous avez, comme disent les jeunes, un crush, parce que vraiment quand je vais sur TikTok, je me sens très vieille. Hein. Je vois toutes mes rides d'un coup. Donc si vous avez un crush, une personne dans votre cœur, vous y pensez. Sinon simplement, vous pensez à la représentation de la personne que vous souhaitez rencontrer, tout à fait. Et vous allez dessiner un cœur sur votre feuille. Donc pareil, hein, les personnes qui nous regardent, feuille, stylo. Le symbole du cœur, pas un cœur... Non, pas le cœur scientifique. Le symbole du cœur, tu nous fais pas les valves, les ventricules, tout voilà. Ça. Ça me soulage. Je sais pas dessiner de ventricule. Et Karine rayonne, c'est magnifique. Je suis fan. Vous faire rire, c'est ma mission. Chaque instant. Et comme c'est difficile de me faire rire, hein, vous le savez. Est-ce que votre cœur est dessiné? À peu Moi, près. j'ai dessiné, oui. C'est un gros cœur. Large. M'emmenez pas par là, Karine, je vous en supplie. S'il vous plaît, je cite une chronique sérieuse. Nous faisons un contenu sérieux ici. En fonction de la taille, parce qu'après je vais me faire disputer parce que ça va prendre trop de temps. Ah oui, il reste 2 Et minutes. en régie, voilà, je vais en entendre parler. Donc, en fonction de la taille de votre cœur, vous allez avoir un message qui va vous être transmis. Donc, vous avez un grand cœur. Toi, tu as un petit cœur. Moyen, je dirais, non? Moyen cœur. Moi, j'ai un petit cœur, oui, aussi. Alors, si vous avez eu petit cœur. si vous avez dessiné un petit cœur, voici votre message. Pour être prête pour le grand amour. Non, plus doucement. Pour être prête pour le grand amour. Ou prêt. Ah, pardon, c'est mon côté féministe. Oui. Communique et ose affirmer tes besoins. L'été va être très important pour ta vie personnelle, mais pour vivre de belles choses, ose exprimer ce que tu souhaites et ce que tu ressens. Ça va? Ça parle? Ouais. Guidance, hein? Magnifique. Ça a été reçu par les guides de... Non, mais c'est vrai en plus, hein, d'Isabelle. Exactement. Le cœur moyen, c'est ton cas. Il y a un lien de cœur qui est déjà créé. Peut-être que cette personne est déjà présente dans ta vie. Sinon, elle arrive très vite. Cela va être une évidence et une vraie symbiose va être présente. Ça va être merveilleux. Oh, c'est génial. Super. Oh, ça a Parfait. l'air très bien. Le grand cœur. Ça, c'est pour vous, Karine. Défais-toi d'une ancienne relation qui pèse encore sur ton petit cœur. Ah bon?
Cela va te permettre de faire un deuil pour laisser la place à de nouvelles possibilités et de nouveaux partages. En fermant une porte, tu laisses rentrer une nouvelle personne merveilleuse dans ta vie. Oh, super. Et alors, si vous avez fait un cœur avec des flèches, une ou plusieurs flèches. Ah, bah oui, mais... Ah, d'accord. Eh oui. Voici le message. Tu peux avoir des difficultés à te laisser porter par l'amour. Car tu as l'impression que les autres sont contre toi. Tu as l'impression qu'ils dépassent sans cesse tes limites. Ce n'est pas vrai. Ose ouvrir ton cœur. Cela va te permettre de vivre de très beaux moments de partage. Et si vous avez fait plusieurs cœurs, et c'est le dernier, actuellement, tu peux être enfermé dans une répétition de schéma et tu peux être fatigué car tu as l'impression de vivre toujours les mêmes expériences qui ne te conviennent pas. Avant fin juin, prends conscience de cette répétition pour créer de nouvelles bases relationnelles. Cela va t'aider à partager de grandes choses. Super. Bon, moi, je suis très contente de ma guidance. Et vous, ça va? Nickel. On se retrouve dans quelques instants. Vous restez avec nous, parce que là, on va venir aux pratiques. Comment la philosophie, finalement, peut nous aider dans notre vie quotidienne. Et vous allez voir comme les philosophes, finalement, ça manque dans notre vie de tous les jours. On se retrouve juste après, une petite pause. Le temps de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant la pause? Appelez vos amis pour leur dire de regarder le Mac qui fait du bien, parce que là, il y a plein de choses qui vont se passer. Bienvenue dans le Mac qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, nous sommes avec un jeune philosophe aux 100 000 disciples qui nous prouve que Socrate, Platon ou encore Descartes pourraient être de véritables alliés de notre quotidien dans ce monde aujourd'hui. Concept philosophique dépoussiéré, partage d'expériences, clés concrètes pour améliorer nos relations de couple. Ah, ça c'est marrant que c'est à ce moment-là que il y a un truc à voir. Avec nos collègues aussi, et c'est tout le sujet de ce matin. Mais avant cela, Kevin lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. C'est le moment du conseil qui fait du bien. Ça. Alors Kevin, ça va? Eh bien, ça va plutôt très très bien. On va voir quand est-ce que je vais fourcher à mon tour. Et aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on est vraiment dans la bonne voie professionnelle? Est-ce qu'on est aligné par rapport à qui on est vraiment? Et est-ce qu'il y a un lien entre qui on est et ce qu'on fait? J'imagine que, alors je ne sais pas si vous c'est le cas, mais j'imagine que oui, qu'il y a une cohérence entre la personne que vous êtes et ce que vous faites. Forcément. Je crois en tout cas. Moi je dis même souvent que je ne vais pas travailler, je continue à vivre. On va s'amuser en fait quand on se retrouve ici. Bah c'est ça. Mais quand on regarde, en fait, je pense qu'il y a une énorme majorité des gens qui vont avoir une réalisation professionnelle qui n'est pas tout à fait en accord avec eux-mêmes. C'est ce qui fait parfois qu'on a envie de changer de vie, qu'on a envie de prendre sa vie en main. Et pour se poser cette question, on va se poser la question de nos valeurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une valeur, c'est une sorte de but motivationnel. C'est souvent des mots un peu forts, un peu vagues, un peu difficiles à définir, comme la liberté, le bonheur, l'amour. Et je vous proposais une petite expérience autour des valeurs. Ça vous tente? Ah oui. Alors, vous avez tous une feuille et un crayon. Ah, on joue. Et je vais vous demander d'écrire les 3 valeurs qui semblent être les plus importantes dans votre vie. Professionnel. De manière générale, là c'est vraiment vous déjà, d'accord, pour justement voir si c'est en accord avec votre vie professionnelle. Et pour ceux qui nous regardent, vous pouvez le faire peut-être même avec plus de valeurs. Là je vous dis 3 pour qu'on aille assez vite, mais dans l'idéal on pourrait le faire par rapport à peut-être 5 ou 10 valeurs. Vraiment les choses les plus importantes. Déjà ça nous apprend beaucoup de choses sur nous. Et je suis curieux de savoir ce que vous avez écrit. Ça y est. Alors Isa. Éthique, amour et passion. Magnifique. Oh, c'est beau la passion. Ah, je suis jalouse. Intégrité, joie, reconnaissance. Ok. Éthique, amour et tolérance. Ça se ressemble. Il y a une vraie connexion C'est au-delà beau des ça, on tatouages. pourrait faire une marmite. On se reconnaît entre personnes tatouées. Alors évidemment, si on prend plus de temps, parfois il y a d'autres valeurs qui remontent, parfois il y a des valeurs auxquelles on ne pense pas alors qu'elles sont très importantes. Mais on va se poser une question par rapport aux valeurs que vous avez écrites, c'est laquelle est un moyen pour atteindre l'autre? Par exemple, Isabelle, entre l'amour et la passion. Est-ce que c'est l'amour qui permet la passion ou la passion qui permet l'amour? Non, pour moi, c'est l'amour qui permet la passion. D'accord. Tu peux me redonner 2 de tes valeurs? Intégrité, reconnaissance. C'est l'intégrité qui permet la reconnaissance ou la reconnaissance qui permet l'intégrité? La reconnaissance qui permet l'intégrité. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont des moyens et il y a une valeur qui est la finalité. Et en fait, ça. en se posant cette question-là, on va s'apercevoir qu'il y a une valeur qui est au-dessus de toutes les autres. C'est la valeur qu'on recherche à travers toutes les autres. Alors, si vous le faites assez rapidement, comme ça, quelle est celle qui est vraiment la finalité dans votre vie parmi ces 3-là? La finalité? Christopher. Oui. La finalité, je dirais la tolérance pour moi. Ok. Reconnaissance. L'éthique. L'éthique. Oh, la joie. Ah, Voilà. c'est là qu'on s'aperçoit qu'on en oublie une quelquefois. Ouais. Donc c'est bien de prendre le temps, évidemment, si vous le refaites après, prenez le temps de bien regarder ça. Et en fait, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette valeur, elle est présente dans ma vie professionnelle?
Si la réponse est non, en fait, il y a très forte chance que ça finisse en burn-out, que ça finisse avec la sensation d'être inutile, la sensation de ne pas être aligné dans sa vie. Et on va le tolérer, mais à un temps. Et au bout d'un temps, si on n'est pas en accord dans sa vie professionnelle avec cette valeur, en fait, on va se retrouver perdu. Et ce qu'on appelle la fameuse crise de la quarantaine, parce que souvent, c'est à peu près à ce moment-là que les gens se disent « je ne peux pas continuer sans être dans ma valeur ». Et du coup, la question qu'on peut se poser derrière, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ramener cette valeur dans ma vie? Si on ne peut vraiment pas dans la vie professionnelle, on essaie de trouver un autre moyen de s'y connecter. Mais si on a un doute sur la projection qu'on fait sur les prochaines années, on peut se poser une question, c'est d'abord le prochain choix, ça va être par rapport à cette valeur. C'est super. Et vous ne pensez pas aussi qu'on peut transformer les choses? Parce que la joie, je veux déjà moins la diffuser. Et est-ce que ça n'ouvre pas une brèche aussi à l'extérieur qui fait que ça nous amène vers notre mission? Alors exactement, c'est pour ça qu'en fait, au-delà de la vie professionnelle, la question c'est comment je donne de la place à cette valeur, comment je l'arrose au quotidien, quelque part. Si c'est l'éthique et qu'on a un métier qui n'est pas tout à fait dans l'éthique, est-ce que j'ai une autre manière de trouver l'éthique dans ma vie, par exemple? Ah, c'est super. Bravo, merci, Kevin. Et vous, c'est quoi vos valeurs? Allez, alors, il y a la transmission, c'est beau. la liberté et puis la connaissance. Magnifique. Franchement, là, c'est très beau. J'ai bien choisi mes chroniqueurs ou pas? Ah, génial, super mal, exercice, vraiment super. Ah, c'est génial, ça c'est hyper concret ça. Guérir l'impossible, c'est le titre de votre livre que j'ai dévoré. Un voyage émotionnel et captivant, courage, résilience et inspiration pour les cœurs en quête de changement. Marie Robert, que j'adore, que j'avais reçue sur le plateau, qui est une grande philosophe aussi 2.0 comme vous. Alors, on a exploré un petit peu votre vie aussi et comment la philosophie peut être intégrée dans notre vie quotidienne, mais on va aller encore plus loin. Ah, quand même une petite question, parce qu'on le disait tout à l'heure, la barbe ne fait pas le philosophe, et vous vous éloignez vraiment des stéréotypes. Et ça va encourager tellement les jeunes et les moins jeunes. Alors déjà, que dire à tous les jeunes là qui passent le bac bientôt de philo pour qu'ils puissent vraiment retrouver cette passion que vous aimez, cette flamme intérieure et que vous avez aussi, Christopher? Pour moi, il faut vivre la philo et pas travailler la philo. Waouh, l'expérimenter. Oui, exactement. C'est-à-dire que les questions qu'on se pose à travers la philosophie, ce ne sont pas des questions qui sont anodines ou qui ne servent à rien, du jus de cerveau ou quoi que ce soit. C'est très important. Le but de la philosophie, au final, c'est la quête de la sagesse. Ça, c'est dans le terme philosophique. Mais après, en soi, c'est de vivre une bonne vie. Comment je fais pour vivre une bonne vie, une vie heureuse? Comment est-ce qu'on fonctionne? Où est-ce qu'on va? Ou toutes ces questions-là. Ou même la question qu'on s'est posée juste avant avec votre exercice. Mais on a deux moments dans notre vie où on est des grands philosophes. C'est quand on est enfant, entre 6 et 11-12 ans, où on se pose des questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi l'herbe est verte? Pourquoi les oiseaux chantent? Et là, c'est magnifique, parce qu'en fait, c'est toutes des questions où nous, on n'a pas les réponses. Et du coup, on a tendance à brider un peu nos enfants, parce que ça ne sert à rien de poser ce genre de questions. Attends, je fais une parenthèse. Vous avez un enfant, oui. Tout petit, Exactement. Quand il aura les 4-5 ans, il vous dira pourquoi l'herbe est verte. Qu'est-ce que répond le philosophe 2.0? Moi, je lui demanderais pourquoi est-ce qu'elle est verte. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est verte? Parce que je la vois. Exactement, mais qu'est-ce qui te fait dire que la couleur est une couleur verte? Oh papa! En fait, voilà, c'est ça. Il va s'en poser des questions. Il va s'en poser des questions, il va s'ouvrir la tête. Non, en fait, le but, c'est d'aller développer des esprits critiques chez les enfants. D'aller travailler l'esprit analytique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a affaire à toutes les informations qu'on a sur les réseaux sociaux, par exemple, comment réussir à décerner une information qui est juste, une information qui ne l'est pas? Parce qu'on n'a pas de capacité à développer notre esprit critique et la philosophie nous permet de pouvoir le faire. La deuxième partie dans notre vie où on est très philosophe, c'est quand on se rapproche de la mort. Plus on se rapproche de la mort, plus les personnes qui sont les personnes âgées se posent des questions existentielles, comme une question qu'on vient juste d'avoir auparavant. Est-ce que le travail que je fais me plaît? Est-ce que je regrette ce que j'ai vécu dans ma vie? Qu'est-ce que j'aurais fait que j'aurais pu faire mieux faire? Comment ça se retourner un peu? Exactement. Et au final, on médite sur la mort. On se pose des vraies questions. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais profiter de chaque moment. Et je crée de l'étonnement dans tout ce que je vis. Et c'est cet étonnement-là qui rend la philosophie magique. Et je pense que les jeunes aujourd'hui qui sont devant une feuille du bac en se posant la question de qu'est-ce que la religion ou qu'est-ce que la liberté, posez-vous aussi la question personnellement, au lieu de vouloir juste déballer des notions ou autres, mais posez-vous vraiment la question, qu'est-ce que pour vous c'est la liberté? Et écrivez en accord avec ça. Retournez-le pour voir d'autres aspects de votre vie. D'ailleurs, on peut le mettre dans le cartable, en fait, finalement. Exactement. Vous allez regarder un petit peu. Exactement. Là, vous allez faire très intelligent. Et puis, ce que je veux rebondir aussi sur la mort, parce que ça, c'est très intéressant. On dit, même dans le bouddhisme, on dit que les plus grands sages s'intéressent à la mort avant de s'intéresser à la vie. Parce que quand on comprend finalement le fonctionnement de la vie, ça nous permet de mieux vivre. C'est ça, au lieu d'attendre 40, 50 ans, vaut mieux tout de suite commencer et vivre chaque instant comme un épicurien.
C'est ça, voilà, comme un épicurien. D'ailleurs, épicurien, parce que le terme, Ouais. dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce côté de vivre, etc. Mais c'est important aussi d'avoir une certaine, comment dire, ne pas laisser aller sa vie comme la rosée du matin. En fait, c'est Vous voyez ce que je exactement veux ça. dire Totalement. On a tendance à identifier les Moi, je sais épicuriens. pas si je suis épicurienne. Ben, honnêtement, je pense que personne n'a vraiment envie d'être épicurien ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ah. Parce que les épicuriens, on a tendance à les identifier à des gens qui profitent, qui dînent, qui se gavent, qui profitent de tous les plaisirs du monde. Parce que, Si, je le suis. en tout cas, c'est comme ça qu'on les identifie. Épicure était très sobre en fait. Et au final, Épicure, il n'a jamais dit ça. Il a dit oui, le bonheur, c'est le plaisir, mais pas le plaisir de l'excès. C'est le plaisir de ce qui est nécessaire. Non, de ce qui est. Alors oui, mais de ce qui est nécessaire et naturel. C'est-à-dire que les plaisirs nécessaires et naturels, c'est manger, avoir de quoi manger, avoir de quoi dormir, avoir juste le nécessaire au final. Et les plaisirs qui sont non naturels et non nécessaires, c'est l'argent, la gloire, la beauté, tout ça. Et Épicure, il nous dit. Oui, excusez-moi, Christopher. Oui. C'était Et- derrière vous. Ça roule. Et Épicure, il nous dit que tout ça, ces plaisirs non nécessaires et non naturels, ben, il faut s'en éloigner. Donc la gloire, le bonheur, la joie, le cri, tout ça, tous ces trucs excessifs, ben, il ne faut pas. Ça nous empêche finalement de plonger en soi aussi, peut-être aussi. Totalement, parce qu'on se raccroche à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et c'est ça que Épicure nous dit, quoi. Bon, ça donne envie peut-être aux jeunes là de reprendre la philosophie et peut-être aux moins jeunes de ressortir leur bouquin de leur tiroir ou de leur bibliothèque. Alors on va continuer, on va jouer. Vous aimez jouer? J'adore jouer, ma Je passion. sais que vous aimez jouer. Devinette déjà. Et vous allez nous dire, je vais reprendre des phrases de grands philosophes et comment l'intégrer dans la vie quotidienne avec des exemples bien concrets. Ok. Alors, c'est de qui je pense donc je suis? Bah, Descartes, non? Oh là 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 là. Oui, C'est c'est ça. fort. Bravo. C'est très très fort. Très fort. Alors, comment l'intégrer? Voilà, je pense donc je suis. Je pense donc je suis de Descartes, c'est le doute cartésien. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver à cette vérité absolue, parce que je pense, j'existe en tant que personne qui existe, et c'était la vérité qu'a pu affirmer Descartes, eh bien, il a dû se poser plein de questions. Il a douté de son existence, il a douté de tout. Et c'est en doutant de tout qu'il a réussi à connaître une vérité, parce qu'il était en quête de vérité, qui est « je pense, donc je suis ». Parce que je pense, Je suis authentique, je pense donc. Non, je suis juste en tant qu'être humain. C'est-à-dire que parce que je pense, je suis capable de dire que j'existe. Sans le fait de penser, je n'existe pas, je ne suis que matière. Mais je ne suis pas quelque chose qui est en mouvement, qui existe. En tout cas, c'était... Et alors, un exemple en parallèle dans la vie quotidienne. Pour ceux qui nous regardent, par exemple, je suis à un moment phare de ma vie, c'est difficile. Comment transformer la souffrance? Parce que vous le dites dans votre Ouais. livre. En fait, finalement, les philosophes nous permettent de transformer la souffrance en joie. Totalement. Et en force. sagesse. Parce Totalement. que la sagesse découle de la bienveillance. Totalement. Alors Descartes, on peut l'utiliser dans notre vie quotidienne en justement doutant de toutes les informations qu'on peut avoir. C'est le fait de pouvoir douter. Et à chaque fois de remettre en question nos croyances, de toujours douter sur tout ce qu'on vit. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus non seulement humble face à la vie, mais de aussi beaucoup mieux nous connaître. Parce qu'au final, la certitude du vrai n'est que l'esclave du faux. Plus je suis sûr de quelque chose, plus je suis ignorant. Descartes nous dit qu'il faut être sûr de rien et tout simplement aller douter un maximum. Vous allez être un super papa, hein. C'est génial. Allez, on continue. Je sais que je ne sais rien. Socrate. Ça pourrait venir de moi? Je ne sais rien. Grande sage, ouais, Socrate bien sûr. Voilà. Magnifique, cette phrase de Socrate est juste tout simplement dingue parce que c'est d'une humilité face à la vie incroyable. Si la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, c'est qu'on s'incline face à la connaissance, s'incline face à la vie. Et des fois, quand on est trop ancré sur nos positions et qu'on souffre d'énormément de choses, c'est parce qu'on a beaucoup de certitudes, beaucoup de choses qui nous enferment et que de se dire, en fait, je vais m'ouvrir parce que je sais que je ne sais rien. Ça me permet de pouvoir m'ouvrir sur le monde et d'acquérir constamment de la connaissance sans jamais être sûr de rien. Quelle posture? J'adore la posture de s'incliner. C'est Les chercheurs en général ont vraiment cette posture-là, contrairement à ce qu'on pourrait penser. parce que finalement, on ne peut plus accéder à la connaissance si on est arrogant. C'est cette humilité, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, cette phrase, je la dis souvent et je cite souvent Socrate dans mon parcours personnel spirituel. Je dis, plus j'avance et moins je sais, et plus je suis au clair avec ça et plus je suis tranquille, en fait. Alors qu'avant, j'avais énormément besoin de certitude. Maintenant, je laisse cette place, d'une part, au changement et surtout à, je sais pas. Et c'est OK, en fait. Ouais, je pense que dans l'éducation, en fait, on nous apprend à vouloir avoir des certitudes. Et je pense que la philosophie nous permet d'être à l'aise avec le doute, ce qui est génial. Ose penser par toi-même, c'est de qui? Ose penser... Ah, moi, je sais pas, là. Ma grand-mère me dit... Ma grand-mère, vous avez dit? Non, je... Karine Arsène? Non plus.
C'est philosophe des Lumières Kant. Ah, Magnifique, axé sur la morale, la morale, la morale. Kant, la morale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à se dire est-ce qu'on est capable de penser par nous-mêmes. On nous impose depuis notre plus jeune enfance énormément de conditionnements qui grandissent, on grandit avec, et aussi avec tout ce que la société nous apporte. Ben aujourd'hui, il y a beaucoup de questions existentielles qui reviennent et on n'est pas en capacité de penser par soi-même parce qu'on va aller demander la question à l'extérieur, poser la question ailleurs, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent pour pouvoir en fait me rassurer sur ce que moi je pense. Et Kant, ce qu'il nous dit, c'est soyez capable de penser par vous-même, d'avoir cette audace. Il appelait ça sapere od. Sapere od qui est odere, qui est devenu odere audace. Audace, c'est la capacité de penser avant d'agir. C'est parce que je suis en capacité de savoir penser par moi-même avant d'avoir le courage de faire quelque chose que justement je suis en capacité de faire de bons choix, de bonnes décisions et d'évoluer sainement. Et on peut être aussi sous la coupe des parents, par exemple, et oublier qu'on pense comme eux aussi. Totalement. Non, c'est important, je trouve ça magnifique ces philosophes. On fait une petite pause jeu. Il n'y a que des jeux ici. On joue. Nous, en fait, on est là pour s'amuser avec vous. On est payé à ça. Alors, on a donc dans cette boîte intuitive, il y a quelque chose. Une idée d'ailleurs. Une idée. Devinez. Le premier qui m'envoie une story avec ce qui est à l'intérieur. Regardez ce que on les a fait hier. Et on les a reçus hier, des tote bags pour l'été. Voilà. Incroyable. C'est pas beau là avec la serviette? Et le petit et on le ne livre reconnaît pas dedans. comme ça les gens qui regardent le match. Ah oui, puis un petit cadeau, un cadeau personnel que je vous mettrai dedans. On veut savoir ce que c'est. Et alors, On parlait de Marc Aurèle tout à l'heure, on jouait une couronne de laurier par exemple. pourquoi il y a de la musique là? Je comprends pas. Une couronne de laurier? Non, ça aurait été une super idée, je l'ai pas eu. On est dans la philosophie, moi je dirais un crayon. On s'approche. Alors, je sais pas pourquoi, moi je pense à des cartes. Descartes, vu qu'on disait Descartes, je me suis dit peut-être Descartes. oui, je serais allée loin. Peut-être. Vous êtes capable. Je suis capable. Alors devinez, alors vous vous envoyez en message privé sur mon Instagram, voilà, et vous faites une story, et je regarderai ça, je vais m'amuser. On continue, allez, encore une phrase. L'enfer, c'est les... Alors oui, l'enfer, c'est les autres. Je la connais, mais je ne sais plus Sartre. c'est de qui. Eh oui. L'enfer, c'est les autres. C'est quelque chose qui revient beaucoup aujourd'hui. On a tendance à dire que les autres sont notre enfer. Dans un monde comme le nôtre, où au final, on va vite devenir dépendant d'une personne, on va vite souffrir à cause du monde, des critiques, tout ça. Et en fait, ce que nous dit Sartre, c'est pas que l'enfer, c'est les autres en l'affirmant, mais c'est que lorsqu'on est dépendant des autres, l'autre devient notre enfer. Et donc, au final, il nous avertit de ne pas être trop dépendant des gens, sinon, à ce moment-là, les autres seront notre enfer. Là où Spinoza arrivait dans le terme où on pouvait dire que l'homme est un dieu pour l'homme. Parce qu'à un moment où on comprend que l'autre n'est plus notre enfer et qu'on est là pour partager et qu'on est là pour ne pas être dépendant de l'autre et être dans un esprit de tolérance et de bien-être, à ce moment-là, l'homme peut clairement être un dieu pour l'homme. Formidable. Alors, la dichotomie du contrôle stoïcienne. Alors, c'est un concept qui donne envie de fuir, et pourtant... Ouais. Ouais, non, mais c'est génial. Vous nous le faites d'ailleurs parce que on peut le mettre en pratique. C'est une théorie qu'on pourrait mettre en pratique. Alors, petite Totalement. introduction. Totalement. Dichotomie du contrôle, ça vient de Épictète qui nous dit qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. L'être humain a ce besoin viscéral de toujours vouloir contrôler des choses qui ne dépendent pas de lui. Par exemple, ce que pensent les gens de moi. Je vais vouloir contrôler ce que pensent les gens de moi pour avoir une bonne réputation. La réputation, on fait tout pour avoir une bonne réputation, mais elle ne dépend pas de nous, cette réputation-là. C'en est de même avec l'argent. L'argent peut être un élément où on va chercher l'argent sans prendre plaisir dans le chemin, alors que l'argent ne dépend pas de nous. Et bien, on peut le mettre concrètement aujourd'hui à travers un Il y a une exercice. phrase que j'adore qui est « L'harmonie n'exerce pas de contrôle ». C'est vrai, C'est beau ça, non? Très beau. tout est fluide. Allez, on joue. Alors, comment on joue justement pour... Donc, ça veut dire c'est pour arrêter de tout contrôler, c'est ça? Exactement. En fait, c'est lorsqu'on a affaire à un défi, lorsqu'on a affaire à un obstacle, un moment difficile dans notre vie ou un objectif. Ben, on prend cet objectif-là, on le visualise, on peut l'écrire. Si on a un objectif, vous pouvez notamment... Donc là, un allez-y. objectif concret. Un objectif concret. Dans un domaine de vie. Voilà, soit un objectif, soit une souffrance, soit un défi, soit un moment compliqué, D'accord. ou un problème que vous n'arrivez pas Moi, je à sais. régler. Voilà. On peut notamment... Voilà, je l'ai. Ok. Je cherche. Les travaux de ma maison, c'est une grosse galère en ce moment. C'est très concret du coup. Le défi, c'est quoi? C'est d'arriver jusqu'au bout des travaux. Mais quand on a une maison, on n'arrive jamais au bout de travaux. Non, mais c'est le chemin qui est génial. c'est de c'est construire. encore plus profond que ça, Ah, c'est mais vrai. il faudrait On une en parle émission après entière. Oui, Ouais, super. Moi, je termine d'écrire un spectacle, donc ça va être l'occasion de la mise en scène, de la production. Donc, Génial. réflexion autour de ça. Ouais. Donc, du coup, à ce moment-là, par exemple, Karine, vous avez écrit quoi? J'ai écrit un défi.
Un défi? Non, oui, un vœu. Ah, ok, un vœu. Bon, très bien, on va pas dire le vœu pour l'instant. Dans ce vœu-là, vous avez deux possibilités. Ok. On peut faire une branche qu'on coupe en deux et mettre d'un côté ce qu'on peut contrôler et de l'autre ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, qu'est-ce qu'on peut contrôler dans le fait de pouvoir faire en sorte de soit réparer cet obstacle, soit réparer cette difficulté, soit réussir à avoir ce vœu ou autre. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que je peux contrôler dans cette partie-là. Il y a eu un... Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. En fait, c'est le lâcher-prise. Non, mais au excusez-moi, final. parce qu'il faut que je raconte, parce que je suis pas en train de me moquer de lui. Non, Parce non, qu'au non, moment non, où- Non, c'est- je crois que j'ai vu. La robe, c'est légèrement Ma robe s'est décalé. détachée. J'ai fait un signe discret parce que je le voyais dans le retour. Et voilà, le signe n'a pas été discret. Évidemment. Ah, c'est vrai, j'ai vu. dit, on ne peut pas tout contrôler. Ah, voilà. Heureusement, vous n'avez rien vu. Allez-y. Non, au final, c'est le lâcher prise. Voilà, Moi, c'est c'est ce ça. que j'appelle le lâcher prise. C'est se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et puis laisser de côté tout ce qui est hors de notre portée. Exactement. Sauf que dans le lâcher prise, on dit souvent qu'on veut lâcher prise, mais on lâche prise de quoi? Quelle prise? Qu'est-ce qu'on relâche? Sur quelle prise on a? Et en fait, c'est cette question qu'on a tendance à se poser parce qu'on ne sait pas réellement. Il faut que je lâche prise. Oh, il faut que je lâche sur le travail. Il faut que je lâche prise. Oh, il faut que je me détende. Non, en fait, ça, c'est juste tout simplement je dirais même déplacer la poussière de place. Et qu'au final, pour régler une problématique, il faudrait vraiment, pour le coup, c'est vraiment le terme du lâcher prise, hein, c'est d'aller se focaliser sur ce qu'on peut contrôler. Donc, une dichotomie, c'est une division entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Et en notant ce qu'on peut contrôler et en notant ce qu'on ne peut pas contrôler, on va pouvoir savoir, OK, ça, il faut que je l'accepte, ce que je ne peux pas contrôler parce que ça ne dépend pas de moi. Par contre, ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir aujourd'hui me rapprocher de mon rêve, de pouvoir surmonter mon obstacle ou autre. On va continuer alors. Parce qu'on parle aussi beaucoup de la visualisation sur le plateau. Hein. Comme quoi il y aurait une inséparabilité entre soi et l'environnement et que finalement on pourrait aussi attirer des choses en peignant le tableau de notre vie. Ça, on l'a beaucoup vu dans cette émission-là, mais alors je ne connaissais pas le panneau de visualisation négatif. Oui, une visualisation négative, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à entendre parler. C'est un concept qui est très stoïcien, la visualisation négative. Ça ne veut pas dire qu'on va attirer dans notre vie des choses mauvaises, bien loin de là. Marc Aurèle nous dit que chaque jour, il faut se protéger et se préparer à rencontrer un ingrat, un méchant, un envieux ou encore un jaloux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réussir à visualiser une situation. Donc on visualise une situation qui nous fait peur, où on a du stress, de l'angoisse, de l'anxiété ou autre. On la visualise et on s'imagine cette situation la pire possible. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire dans cette situation-là? Notamment si je dois prendre la parole en public, que le micro s'éteigne, que je bégaye, que j'oublie. Notre inconscient finalement se prépare Exactement. un peu à toutes les éventualités. C'est Exactement. super, Ça ne veut pas dire qu'il faut se raccrocher à ça. Ça veut tout simplement dire qu'il faut réussir à être prêt. Si ces choses-là arrivent, je vais pouvoir me préparer afin que si jamais elles sont présentes, pouvoir les surmonter. Eh bien, on va faire une petite pause. C'est la question du téléspectateur. Et vous allez voir, c'est tout mignon. Bonjour le mec qui fait du bien, je vous envoie ce message parce que je comprends pas. On me dit souvent que je porte un masque quand je m'adresse aux autres, que j'ai tendance à édulcorer un peu la réalité. Bon, c'est vrai que j'ai toujours un peu peur de décevoir. Est-ce que vous auriez des conseils pour m'aider à retrouver mon vrai visage? Merci beaucoup. Kevin, Ah, eh ben, je pense pas qu'il y ait de vrai visage. merci pour le beaucoup coup. au petit chat qui nous... Je crois que tu disais merci beaucoup à Kevin. Oui, la réponse est très courte. Du coup. Merci Kevin, allez bisous. Alors Kevin, Ben, en fait, je pense que c'est une illusion, cette idée du vrai visage. En fait, on est des êtres sociaux, donc on va montrer un visage. Et c'est tout aussi vrai, c'est tout aussi nous que d'autres choses. Par contre, Super. j'ai pas le même visage avec une personne et une autre. On est des êtres qui bougent, qui sont en mouvement. C'était la grande erreur de Freud, justement, de penser qu'on était plus tout à fait, enfin, qu'on était toujours la même personne et que c'était l'intérieur, mais on est des êtres d'interaction. Super intéressant parce que d'ailleurs, il y a Jung qui s'est séparé de Freud et qui a dit que d'enlever son persona, d'enlever son visage, ça nous permet de pouvoir exprimer son soi. Son soi, c'est ce qu'il y a au plus profond de soi, c'est ce qui n'est pas définissable, on peut dire notre âme ou autre. Et le fait de savoir enlever ce visage-là et d'être pleinement soi-même, ça nous permet d'exprimer son soi. D'où aussi cette petite rupture entre ah Freud là et Jung. là, on resterait des heures finalement à échanger. Hein. C'est magnifique, ça crée la paix, je trouve, ce genre de discussion. J'adore. Guérir l'impossible, c'est le titre de votre premier livre. Oui. Christopher Laquiez, je suis ravie de vous avoir. On a senti dans le envie. J'étais contente de vous recevoir. Allez, en une phrase, je vais vous faire un petit peu le truc de la dissertation philo. Hein, c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Allez, chacun.
la satisfaction intérieure et extérieure, totale. Allez, l'absence de souffrance pour rester dans l'épicurisme. Ah oui, c'est vrai? Je dirais l'acceptation des prérogatives du réel. Oh là là. C'est comme ça que vous avez eu, vous êtes mariée avec Solène? Elle avait des yeux comme ça. Je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais... En tout cas, vous êtes mariés, hein. Eh ben d'ailleurs, on va la faire entrer. Solène, qui était juste là, vous allez voir comme elle est merveilleuse. Vous allez comme ça pouvoir tirer, tirer la carte sur le plateau ensemble. Non, j'irai pas par là. Non, on n'y va pas. Solène, enchantée. Oui, bonjour Karine. Alors, ça doit être passionnant, votre couple, non? Toujours plein de surprises. Chaque jour. Oui, c'est ça. Alors, on va terminer ensemble, puisqu'on a une petite tradition. C'est la petite phrase qui fait du bien. Donc, on tire une phrase au hasard. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyée. Et vous m'avez pas demandé d'ailleurs quel était le bonheur? Je voulais demander, Ah vous oui, c'est m'avez pas vrai. écouté? Ah, c'est pas vrai, je vous écoute plus Quel déjà. est le bonheur pour vous? Eh ben, pour moi, le bonheur, c'est d'avoir un cœur qui n'est jamais vaincu. Qui finalement, comme s'il y avait toujours un printemps au fond de sa vie, plein d'espoir, et qui fait que peu importe ce que je vis, je me suis établi un état qui n'est plus ballotté par les événements extérieurs. Un cœur de diamant? En tout cas, Magnifique. en quête de ce cœur de diamant. Alors, ce serait qui, par exemple, en philosophe, tiens? Le cœur de diamant, Non, pas le cœur de diamant, c'est un état, le bonheur aussi. Oui, le bonheur, ça a été vu. Épicure a beaucoup parlé du bonheur. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. La recherche de plaisir, quoi. Bon, bah alors maintenant, on va la recherche du plaisir à travers les téléspectateurs, puisque c'est c'est la phrase. Ah, oui. Alors, qui commence? Allez, Solène. Allez. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais de vaincre ce qui fait peur, de Nelson Mandela. Oh, c'est drôle, on en parlait. Très belle phrase. Et qui nous l'a envoyé? C'est Carole de Tarbes qui nous envoie. Merci, Solène. Eh ben, c'est rigolo. C'est une phrase de Marc Aurèle. Incroyable. C'est votre maître. Non, mais pour ceux qui nous rejoignent, c'est le maître. Oh, et puis la boîte, allez-y. La douceur est invincible si elle est véritable. Et c'est de Paul de Bruxelles. Magnifique. On va faire une pause parce que là, c'est bientôt terminé. C'est la boîte. Ah oui, on est obligé. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Regardez, la plume du philosophe. Elle est très belle, Magnifique. cette plume. Elle est magnifique, hein? Donc, en fait, finalement, il y avait un peu... alors, il n'y avait pas des cartes. Il aurait pu l'avoir en main. Il y avait le crayon. Et il y avait le crayon. Donc, c'est vous qui étiez le plus proche, Isabelle. J'espère que vous avez trouvé pour gagner le tote bag, voilà, qu'on vous enverra avec un petit cadeau Et je le gagne, à moi, du coup l'intérieur. Ah oui, d'ailleurs, il y aura un de vos oracles dedans qu'on va mettre. Et mon livre, voilà. Hein. Et puis, voilà la plume qu'on garde. Allez-y, Kevin. Alors, ça nous est envoyé par Paula d'Alsace, une citation de Francis Ford Coppola. Il est possible de tirer un profond plaisir de toute chose si l'on veut bien y consacrer un peu de temps afin d'en savoir plus. Très vite, Isabelle. Ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Salvador Dali, Clotilde de Dijon. Oh là là, c'est pas cool, ça. Ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez... Bisous. D'accord, bisous, au revoir. Alors moi, je vais pas la lire, mais voilà, j'ai donné ma place à Solène, puisque là, c'est le moment de nous quitter. Merci infiniment, hein, Christopher C'est Laquier. moi. On vous retrouve maintenant sur les réseaux sociaux, hein? Oui. Et puis guérir l'impossible, voilà, de chez Guy Trédaniel. Pour les jeunes et les moins jeunes. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Kevin et Isa. La semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, faites-vous du bien, beaucoup, beaucoup de bien, hein, vraiment. C'est super, merci infiniment. Merci Solène. Merci. C'est chouette. Ouais. Très chouette. Ouais, très chouette. Vraiment très chouette.